BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Nous voici de retour, 60 minutes business en direct sur BFM Business. Alors je vous le disais, réunion sommet virtuel tout à l'heure entre l'Union Européenne et la Chine. Ça sera aux alentours de 14h que ça va commencer. Les représentants de l'Union Européenne qui seront face à Xi Jinping. On va parler commerce, on va parler investissement. Et nous on en parle avec Jean-François Di Meglio. Bonjour Jean-François, bonjour. Bienvenue. Président de l'Institut de recherche Asia Centre, spécialiste de la Chine. Est-ce que l'Europe vous semble avoir les moyens de ses ambitions quand elle dit, c'est Thierry Breton qui disait encore ça vendredi dernier sur notre antenne, le temps de la naïveté est révolu. Sous-entendu, nous ne tairons plus, nous ne laisserons plus la Chine dérouler sa stratégie sans mot dire. Est-ce que les choses ont changé pour vous, Jean-François ? Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, effectivement. Oui. On était dans une posture où on avait presque l'impression, il y a 3 ou 4 ans, que en ordre dispersé d'une part, et en position de relative faiblesse, les pays européens, je ne parle pas de l'Europe, les pays européens accueillaient les investissements chinois. Oui. Rappelons, en 2016-2017, ces investissements très marquants, on culmine à peu près à 200 milliards de dollars d'investissements chinois à l'étranger. Oui. Et l'Europe, quand on dit l'Europe, c'est l'Angleterre, la France, l'Italie qui sont les principaux récipiendaires. Et l'Europe de l'Est, les routes de la soie. Ça, alors oui, mais en fait, en 2016-2017, les gros investissements, ce sont des investissements gros tickets et pays clés, on va dire. Non pas que les pays de l'Est ne soient pas des pays clés, mais ce sont les pays principaux de l'économie européenne. Ça a changé depuis. Donc déjà, l'Europe reçoit moins d'investissements, tout simplement parce que la Chine a un petit peu moins de cash à dépenser, son économie a ralenti. On est passé à un tout petit peu plus de 100 milliards d'investissements chinois à l'étranger. Dans cette bascule, c'est l'Europe du Nord qui est devenue maintenant principalement récipiendaire des investissements chinois. Et il y a effectivement un consensus animé entre autres par Thierry Breton, mais aussi par des experts, par des parlementaires. N'oublions pas aussi la posture que le Parlement européen avait prise au moment du renouvellement, ou en tout cas de l'octroi de la clause d'économie de marché en 2016 à la Chine, refus du Parlement européen. Et puis, ce week-end, Nathalie Loiseau qui brandit donc avec un certain nombre d'experts l'idée que l'Europe en général et les pays européens eux-mêmes doivent changer de politique vis-à-vis de Taïwan. Alors, quand on parle de Taïwan, c'est naturellement pour parler de la Chine et pour dire à la Chine, vous n'êtes plus notre seul interlocuteur en Asie. Est-ce que ça veut dire que les Chinois vont être sensibles à ce message, plus enclins à laisser, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui notamment, c'est l'accord sur les investissements. Est-ce que la Chine va être plus ouverte à laisser entrer, laisser investir les entreprises européennes qui réclament, elles, de l'équité en l'occurrence? Oui, alors cette équité, graduellement, la Chine l'a laissé entendre. Depuis 2018, depuis 2019, il y a un programme en particulier d'ouverture du capital d'entreprises chinoises et de secteurs de l'entreprise chinoise, de l'industrie chinoise qui était fermé aux étrangers, en particulier le secteur automobile, le secteur financier et le secteur de l'assurance, avec un calendrier qui nous amène en théorie jusqu'en 2023. Donc la Chine a clairement besoin de savoir-faire européen. L'Europe a aussi parfois besoin de savoir-faire chinois. Je ne parle pas du tout de la 5G, on va sûrement en parler parce que c'est l'un des sujets en fait, du sommet Union Européenne-Chine, c'est le sujet de Huawei. Et puis rappelons quand même que tout ça se fait dans un climat qui n'est pas favorable parce que ce sommet n'aura pas été préparé autant qu'on l'aurait voulu. C'était le sommet qui culminait 3 ans d'efforts. Il se passait en Allemagne, le principal interlocuteur de la Chine en Europe. Et puis il y a eu ce voyage de Wang Yi il y a 15 jours qui s'est honnêtement mal passé. Il a été mal reçu, y compris à Paris. Absence de communiqué en retour du ministère des Affaires étrangères français et de l'Élysée à la suite de la réception de Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois à Paris. Donc c'est pas un bon climat. Il y a 2 questions effectivement. Est-ce que quelque chose change dans la relation entre l'Europe et la Chine? Et est-ce que la Chine voit l'Europe autrement? Est-ce qu'elle voit l'Europe autrement que variable d'ajustement de sa relation par ailleurs avec les États-Unis finalement? C'est ça aujourd'hui la question. Cette dimension, elle existe toujours. Et elle existe d'autant plus que jusqu'au 3 novembre, et peut-être au-delà, on en parlait à l'instant, les États-Unis restent imprévisibles. Donc, tout est d'une certaine façon bloqué dans le logiciel chinois tant qu'on n'a pas le résultat des élections américaines. Et ensuite, on va se reporter vers l'Europe. Donc l'Europe, aujourd'hui, elle passe après
l'analyse des résultats américains. Mais bien sûr, elle est incontournable. On continue de rester une variable d'ajustement et on le restera pour vous. Ça malheureusement, c'est la marche de l'histoire. Encore une fois, on l'est d'autant moins qu'on a une voie de plus en plus harmonieuse, oui. qu'on montre aussi à la Chine que autant l'Asie est importante, et on me dirait même en France l'Indo-Pacifique est importante, autant la Chine n'est pas le seul interlocuteur et qu'il y a un arc des démocraties en particulier. Il y a aussi de grands pays qui sont importants pour l'Europe et tout ça, ça fait partie d'un jeu que j'appelle le désir mimétique vis-à-vis de la Chine. Il faut que la Chine ait envie d'Europe parce qu'il faut qu'elle se rende compte aussi que l'Europe a d'autres interlocuteurs que la Chine. Bien sûr. Est-ce qu'on craint du côté chinois, est-ce que c'est ce qu'on lit d'entendre, on craint un front uni Europe-États-Unis contre la Chine? C'est quelque chose que les Chinois appréhendent, qu'ils prennent en considération? Alors, ça vous paraît... les interlocuteurs chinois sont souvent bloqués sur deux positions européennes. C'est l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine, qui va de pair avec l'embargo américain sur les ventes d'armes, et l'OTAN. Les Chinois rêveraient, en tout cas nos interlocuteurs chinois de haut niveau, rêveraient de voir l'Europe se désolidariser de l'OTAN. Et pour ça, il est très heureux de la fameuse interview du président Macron dans le Financial Times où l'OTAN était effectivement montrée comme quelque chose d'un peu obsolète. Bien sûr, c'est leur rêve, mais ils savent aussi qu'il y a de l'espace entre le rêve et la réalité et que l'Europe, pour l'instant, ça reste quand même très attachée aux valeurs démocratiques. Et quand même, l'année 2020 n'a pas été très bonne. On n'a pas parlé de la Covid. Mais bon, sur la Covid, il faut bien voir que ça n'a pas été très bon pour l'image de la Chine, malgré les efforts de la Chine, évidemment, pour nous dire que le parcours avait été excellent. Malgré les distributions de masques, ça n'a pas fait beaucoup de bien. Donc, vous nous dites qu'on va continuer à parler commerce, on va continuer à parler investissement aujourd'hui, mais en attendant quand même le rendez-vous crucial du 3 novembre prochain, l'élection américaine. Même si on commence à entendre dire de plus en plus qu'on n'aura pas de résultat dès le 3 novembre, bon, ça c'est un autre sujet. Mais du côté de la Chine, comment est-ce qu'on regarde ça finalement? Le jeu géostratégique, aujourd'hui, il est beaucoup entre la Chine et les États-Unis. Et comment est-ce qu'on regarde ça du côté chinois aujourd'hui, cette élection américaine, Jean-François? Déjà, vous préférez le diable que vous connaissez au diable que vous ne connaissez pas. Trump n'est pas tout à fait le diable, contrairement à ce qu'on pense souvent en France. Et pour Pékin, Trump n'est pas le diable. Et puis surtout, même si c'était le diable, c'est un diable qui n'a en principe plus qu'un seul mandat à faire. Il est ce qu'on appelle un lame duck. Un boiteux, voilà. Deuxième et dernier mandat. Voilà, donc il sera forcément moins agressif. Déjà, il a fait beaucoup de bien à la Chine, à la fin des fins. Et il y a une espèce de complicité. Pourquoi vous dites qu'il a fait beaucoup de bien à la Chine, enfin? Parce qu'il a négocié quelque chose le 15 janvier. Il est arrivé quand même à cet accord commercial. Accord de phase 1, oui. Voilà, et n'oublions pas que cet accord, je vous l'ai déjà dit à l'antenne, a été signé le 15 janvier, c'est-à-dire quelques jours de l'annonce que la Chine ne pourrait pas tenir ses engagements parce qu'elle savait probablement déjà qu'elle avait une épidémie qui était en train de se déclencher. Et on est le 15 janvier à ce moment-là. Et on était le 15 janvier et l'épidémie est officiellement reconnue en Chine le 21 janvier. Donc en guise de conclusion, vous nous dites non, qu'on se le dise, Trump est bien le candidat de la Chine, plus que Biden aujourd'hui. Oui, parce que les mandatures démocrates n'ont que très rarement été favorables à la Chine. Le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, c'est bien sûr une mandature républicaine, préparée par les voyages de Sir Henry Kissinger et par, bien sûr, Nixon in China. Donc, les démocrates ne sont pas forcément des amis de la Chine, en tout cas au début de la mandature. Ensuite, il y a un pragmatisme, il y a aussi une continuité. Donc on va continuer à regarder tout ça. Et nous, Européens, nous allons regarder tout ça, effectivement, continuer à regarder tout ça. Alors on ne peut pas exclure des avancées d'ailleurs, ce soir, après le sommet Union Européenne-Chine, parce qu'il y a une vraie volonté, comme vous le dites. Et puis Angela Merkel aimerait bien quand même marquer quelque chose. Mais disons que par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, très certainement en dessous des attentes. Mais nous allons rester un petit peu spectateurs de la radiation de ces deux-là aujourd'hui, fondamentalement. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio. Merci beaucoup d'être venu nous voir, président de l'Institut de recherche Asia Centre et spécialiste de la Chine. Merci beaucoup d'être passé par BFM Business.